Good morning. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette première session du forum sur le changement climatique. Je suis Jacob Nielsen et je dirige un site web politique qui s'appelle Altinget. Et jusqu'à récemment, je travaillais pour Politiken, qui est un journal politique danois. Je couvrais le changement climatique. D'ailleurs, j'ai été correspondant aux États-Unis pendant quelques années. Il y a 2 ans, j'ai passé toute la nuit sur la calotte glaciaire sur le nord, en Alaska, au large de l'Alaska, avec des chasseurs de baleines inuits. Et c'était tout le dilemme du monde industriel moderne. Tous les ans, ils voient de moins en moins de glace, il y a de moins en moins, leur saison se raccourcit, ce qui affecte leur possibilité de se livrer à cette chasse de subsistance. Et la petite ville Barrow, qui est la ville la plus au nord aux États-Unis, a connu une croissance très importante grâce à l'exploration pétrolière et gazière. Donc la société est partagée. D'une part, ils peuvent constater qu'il y a une augmentation de richesse, mais en même temps, ils font l'expérience de la croissance économique, mais ça pose des problèmes sociaux énormes. Et cette expérience est au centre de la discussion que nous allons avoir aujourd'hui dans cette salle. Il est clair de plus en plus pour tout un chacun que le débat climatique est en fait un ensemble de débats différents. Toutes sortes de débats qu'il va falloir relier. Il y a la transformation énergétique, les problématiques sociales, la problématique de la croissance. Tout ça doit être abordé ensemble pour trouver la voie qui nous permettra d'avoir une économie qui permet de lutter contre le changement climatique. Donc nous allons entendre Isabelle Kocher, qui est PDG de Engie, du groupe Engie. Après Madame Kocher, nous entendrons les participants du panel. Je vais vous les présenter dans un instant. Je vais vous inviter à participer à la discussion. À l'écran, vous allez voir comment faire. Vous pouvez poser votre question sur votre iPhone, sur votre tablette, sur votre ordinateur portable. Et moi, je vais recevoir votre question et je vais les poser, pour autant que faire se peut, aux participants du débat. Surtout, n'hésitez pas à participer, qu'on puisse avoir un vrai débat très inclusif ce matin. Et c'est vrai qu'on n'a pas attrapé de baleine ce jour-là, cette nuit-là, pardon. Mais malheureusement, ils auront quand même attrapé une baleine 3 jours après. J'en suis désolée. Mais voilà, nous allons d'abord donner la parole à Isabelle Kocher. Isabelle Kocher est ingénieure. Elle a conseillé Lionel Jospin, puis elle a rejoint le groupe Suez, qui est devenu GDF Suez, et elle est devenue PDG de l'entreprise qui s'appelle maintenant Engie en 2016. C'est la première femme française à devenir PDG d'un groupe du CAC 40, c'est-à-dire les grands groupes industriels français. Et quand elle va travailler le matin, elle y va en voiture. Mais c'est une voiture à hydrogène, un moteur à hydrogène. Donc, elle le fait sans état d'âme. Donc, je vous demande de bien vouloir applaudir Isabelle Kocher. Merci de ces paroles très aimables. C'est un plaisir d'être ici et de pouvoir présenter cette toute première session de ce forum qui est très important lui aussi. Je vais vous faire part de mes convictions concernant la révolution énergétique, ce que j'appelle la révolution énergétique. Réfléchissons au moteur de cette révolution. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas une évolution technique. C'est une révolution dans les têtes, dans les mentalités. Parce que le changement climatique ne change pas que le climat, ça change beaucoup de choses. Et c'est la première fois qu'on est confronté à un défi mondial et que chaque décision dans le monde a un impact sur le monde entier.
ce qui crée une solidarité forcée. J'ai travaillé dans un autre secteur pendant des années, dans le secteur de l'eau, et j'ai constaté que même lorsqu'il y a une crise très grave dans une région du monde, ça ne change rien dans les pays développés parce qu'au bout du compte, ce n'est pas leur problème. Donc c'est très décevant, mais c'est comme ça. Ici, en revanche, nous sommes confrontés à un véritable défi, véritablement mondial, ce qui change les mentalités. Et ce changement des mentalités signifie que nous comprenons tous que nous ne pouvons pas continuer comme avant. Et ça a des conséquences très concrètes, à commencer par le fait que tout d'un coup, il y a beaucoup d'argent qui souhaitent financer cette révolution. D'abord, de l'argent public. Ça a commencé en Europe, d'ailleurs. Ce sont les pays européens qui ont commencé à investir et à tirer cette révolution à travers des initiatives publiques. Et les autres régions ont suivi, mais ça a commencé en Europe avec des investissements publics qui est suivi par des investissements privés. Parce que les investisseurs doivent faire la preuve qu'ils investissent de manière judicieuse. Donc ça, c'est la première conséquence de cette révolution des mentalités. Deuxièmement, on voit des progrès techniques très rapides, très importants. Il y a par exemple les technologies solaires. Ça, c'est spectaculaire. Il y a à peine 10 ans, on était 2008, le tarif c'était 700 euros par mégawatt-heure. Donc c'était très cher à produire. L'énergie normale, ça coûte 40 euros. Ça coûtera plus cher avec les nouveaux investissements qu'il va falloir faire. Mais, voyez l'écart. On a commencé, il y a moins de 10 ans, ça coûtait 700 euros par mégawatt-heure. C'est le tarif de rachat. Et nous en sommes à 30, à peine 10 ans plus tard, dans certaines régions. Pas encore en France, mais dans certaines régions du monde, on est passé de 700 à 30. Donc l'amélioration qualitative, c'est faramineux. Et sans pour autant que les technologies aient tellement changé. Je pourrais parler de l'éolien aussi. Et le stockage énergétique. Toutes ces évolutions techniques signifient que on peut penser, ça n'est plus fou de penser qu'on pourrait avoir un autre monde énergétique. Avant, on disait que c'était le monde 3D. D'abord, la décarbonisation. Ça veut dire que progressivement, le pétrole et le charbon vont être remplacés par le gaz et les renouvelables. Moi, je pense que le gaz va rester parce que c'est ce qui permettra de stabiliser les réseaux électriques, les sécuriser. Et ce gaz doit devenir de plus en plus vert. Nous y travaillons et un jour viendra où il sera complètement vert. D'abord, la décarbonisation. Deuxièmement, il y a la décentralisation, parce que ces nouvelles technologies, renouvelables notamment, elles ouvrent la porte à des infrastructures très différentes de celles que nous connaissons. Nous pensons que progressivement, une part de plus en plus importante de l'énergie consommée sera produite sur place, sur le lieu de consommation. Chez vous, par exemple, votre maison, dans les plateformes industrielles, on assistera de plus en plus à des possibilités de plus en plus locales pour produire et stocker l'énergie. Souvent, il s'agira de s'appuyer sur le solaire, mais aussi sur le géothermique, sur l'éolien dans certains cas. Si vous en avez le paysage, la place, certains spécialistes pensent que ça pourrait être 50% de la production. Donc, ce n'est pas marginal, attention. Et enfin, il y a la numérisation, la digitisation, c'est le troisième D. Ces systèmes nécessitent une infrastructure digitale. Si vous avez par exemple des panneaux solaires sur le toit et que vous avez des batteries, des piles, il faut
que vous soyez connecté, mais il faut que chaque dispositif soit raccordé à ce dispositif. Et ça suppose l'Internet des objets, parce qu'il faut gérer les données, il faut gérer ces objets à la milliseconde près. C'est donc un monde de logiciels. Et dans le secteur de l'énergie, l'investissement va se faire dans le logiciel. Et là, nous investissons beaucoup là-dedans, chez Engie. Donc décarboniser, décentraliser et digitaliser, donc numériser, autrement dit, en bon français. Et c'est vraiment un monde meilleur, hein, je vous le dis. Hein. J'y crois. Ce n'est pas que la lutte contre le changement climatique dont il est question. Nous allons décarboniser le système progressivement. Mais c'est aussi faire ce que nous n'avons jamais réussi à faire avant, c'est d'apporter l'énergie électrique à tout le monde. Parce que ces petits systèmes décentralisés sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. Et on peut le faire beaucoup plus vite. Il y a beaucoup de géographies où il n'existe pas de réseau au sens traditionnel. Pas de grandes centrales, pas de réseau, je pense à l'Afrique notamment. Ces pays vont passer directement à cette nouvelle génération d'infrastructures décentralisées, avec des mini-réseaux. Nous pensons que la mise en œuvre de tous ces mini-réseaux en parallèle représente le fait d'imposer un nouveau modèle qui va être beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. Parce que on n'a pas besoin de développer des infrastructures colossales sur tout un pays. Donc le monde, c'est un monde meilleur en fait. Bien sûr que c'est un gros défi. Mais ça signifie l'accès à l'énergie pour tous. C'est quelque chose qui est accessible pour la première fois dans notre histoire. Enfin, nous sommes convaincus que ces nouvelles technologies vont nous permettre de revoir les équipements. Vous avez parlé de ma voiture qui est à hydrogène. J'étais obligée de l'acheter au Japon parce que ça n'existe pas encore en Europe. Il n'y a pas de modèle français, il n'y a pas de modèle européen qui fonctionne à l'hydrogène. Mais la mobilité verte, c'est quelque chose qui ouvrira la porte aux voitures décarbonisées comme la mienne, mais ouvrira la porte à des systèmes de transport beaucoup plus conviviaux pour se déplacer en ville. Ces systèmes EV, des systèmes de véhicules électriques, avec le partage automobile, avec les systèmes intelligents, circulation intelligente, permettra d'avoir une ville avec une qualité de vie bien meilleure. Donc, c'est vraiment un monde meilleur vers lequel nous allons. Je pourrais vous dire quelques mots de mon groupe, Engie. Nous souhaitons être leaders, être à l'avant-garde de ce nouveau monde. Il ne s'agit pas d'être le plus gros. Ce n'est pas ça notre ambition. Nous voulons être pointus avec 3 critères. Très pointus dans la cohérence. Nous avons eu la possibilité d'aligner nos activités l'année dernière au moment où ces nouvelles technologies commençaient à monter en puissance. 80% de décarbonisés. Donc, nous allons nous débarrasser des 20% restants et pour réinvestir dans les nouvelles technologies. Nous voulons être à l'avant-garde. Et de nouvelles technologies sont déjà sur le marché. D'autres technologies vont y arriver très vite ou doivent être tirées. L'hydrogène, par exemple, n'est pas encore viable économiquement. C'est un exemple, mais en tant que groupe, nous avons décidé de consacrer beaucoup de ressources, de personnel, de ressources financières, pour permettre la maturation de cette technologie. Il y a l'hydrogène, mais la mobilité verte en est une autre. Le stockage, c'est évidemment essentiel. Ça, c'est un gros défi
le stockage. Donc, nous voulons être à la pointe. Et enfin, nous sommes présents dans 70 pays. Nous avons 155 collaborateurs. Et vous imaginez l'effort que nous devons faire pour nous approprier ce nouveau monde et le soutenir. Donc nous dépensons énormément de temps et d'énergie à gérer les choses de cette façon. Beaucoup d'énergie managériale pour sensibiliser pleinement à travers notre organisation pour que tous nos collaborateurs, tous ceux qui travaillent chez nous, soient des acteurs à part entière de cette évolution. Donc, c'est comme ça que nous allons faire. Et nous allons parler de la réglementation aujourd'hui. Nous allons voir comment la réglementation peut soutenir cette évolution, peut l'accélérer. Ça, c'est un point essentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ces paroles d'introduction très inspirantes et je vais à présent demander au reste du panel de nous rejoindre sur le podium. So, Très bien. Je vais vous les présenter brièvement, nos intervenants. Nous commençons avec Monsieur Gao Shiji, qui aurait dû être en Chine aujourd'hui. Il vit en Chine. Il y a une grande conférence sur l'énergie, un grand forum où ont participé de nombreux ministres aujourd'hui à Pékin. Donc c'est un grand honneur que vous soyez présent aujourd'hui parmi nous. Shiji, il est directeur général du Centre de recherche sur le développement, une institution fondée à Pékin. Il est diplômé en mathématiques de l'Université de Sydney depuis 1996, autrement dit depuis longtemps. Il a occupé plusieurs postes tout autour de la restructuration de l'économie chinoise. Et il travaille actuellement à convaincre les Chinois qu'il faut aller au travail en vélo plutôt qu'en voiture. Et c'est ce qu'il applique d'ailleurs lui-même dans la pratique. Céline. Et puis Céline... Alors, je vais devoir consulter mes notes pour bien prononcer votre nom de famille. Cherevia, dit le modérateur, presque, bon. Directrice de l'Institut des politiques environnementales européennes. Un institut basé à Bruxelles, présidente actuellement du Conseil pour le réseau environnemental en Europe. Elle travaille depuis longtemps sur les questions de développement durable. Elle a travaillé notamment à Washington, D.C. Elle a été nommée l'une des femmes les plus influentes en matière climatique. Et elle aime aussi se rendre au travail à vélo. Et elle me dit que c'est très bien de prendre le vélo à Bruxelles parce que c'est très formateur en matière de vigilance, puisque en raison de la circulation à Bruxelles. À côté de Céline, nous avons Femke Groothuis, qui est, vous me pardonnerez mon hollandais, elle est fondatrice et présidente du projet X-Tax, un think tank qui réfléchit sur le rôle des impôts dans la transformation de l'économie. Elle est experte en sciences politiques, elle a travaillé et vécu dans 3 continents dans ce secteur. Elle s'est autoproclamée faiseuse de vagues et elle réfléchit donc à la question du rôle de la fiscalité. Femke, et là on constate qu'il y a une tendance, eh bien Femke, elle va au travail à vélo et bon, elle a une voiture mais c'est une Prius, une autre voiture japonaise.
Et à mes côtés, Philip Jennings, qui est secrétaire général de UNE Global Union depuis 2000. Il représente près de 20 millions de travailleurs dans près de 150 pays. Et il est marié à une Danoise, ce qui me semble très intéressant. C'est mon cas aussi d'ailleurs. Philippe, il prend le bus, parfois il prend la voiture pour aller au travail, mais il doit bien avouer que souvent il prend l'avion pour aller au travail. Et donc pour se rattraper, il a beaucoup fait pour installer des panneaux solaires sur le toit du bâtiment où il travaille. Une forme de dédommagement, on pourrait dire. Et puis enfin, et pas des moindres, nous avons Simon Hopton, qui est directeur de la direction de l'environnement de l'OCDE, qui fait beaucoup pour élaborer la stratégie de l'OCDE en matière de climat. Et il a également été parlementaire et ministre de l'Environnement en Nouvelle-Zélande. Et il me dit qu'il vient au travail en métro. Donc nous avons peu d'émetteurs de carbone dans ce panel. Et après cette introduction et l'allocution d'Isabelle Kocher, je pense que ce qui vous préoccupe tous, c'est mon cas en tout cas, c'est qu'il y a un éléphant dans cette pièce aujourd'hui, presque physiquement d'ailleurs, un éléphant du Parti républicain. Lorsque le président Trump a annoncé qu'il retirait les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Et donc, bien entendu, notre panel va se demander quelles seront les répercussions de cette décision et se demander comment le reste du monde, d'un point de vue politique, et que ce soit aussi du côté des entreprises, des ONG, donc ce que tous ces acteurs pourraient faire pour surmonter cette difficulté. Je vais commencer par vous, Isabelle Kocher, pour rebondir sur vos remarques liminaires. Vous disiez que c'est presque inévitable. Il y a une tendance qui est à l'œuvre, la décentralisation, des modifications qui sont tirées par le marché, mais puisque les États-Unis se sont retirés la semaine dernière, est-ce que ce projet, il est vraiment viable d'un point de vue économique si les États-Unis se retirent? La décision, bien entendu, de l'administration Trump, c'est un très mauvais signal, c'est évident. Et c'est très mauvais tout particulièrement pour les acteurs aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez constaté la réaction des entreprises américaines. Parce que le risque pour elles, c'est qu'elles se retrouvent marginalisées de cette tendance, de cette dynamique qui, pour moi, est impossible à arrêter. Ces nouvelles technologies, elles sont vues tout particulièrement par les nouvelles générations, mais par toutes les générations de manière générale comme un grand défi. Tout d'abord, c'est une façon d'accélérer l'accès à l'énergie. Et puis, un autre élément qui pour moi est parfois négligé, qui n'est pas assez abordé, c'est l'idée que ces nouvelles technologies, elles vont permettre à de nombreux pays émergents de résoudre l'une de leurs grandes problématiques, à savoir la dépendance énergétique. Ces pays émergents ont besoin de beaucoup d'énergie pour alimenter leur croissance, beaucoup d'énergie. Et bien souvent, ces pays n'ont pas accès aux ressources énergétiques dans leur propre territoire. Ce qui signifie que chaque année, leur dépendance s'accroît. Et là est à l'œuvre une composante géopolitique de cette révolution énergétique. Et je pense qu'il convient de mesurer cette composante. Prenons un pays comme le Chili ou le Maroc, c'est pareil. Ces pays ont besoin de beaucoup d'énergie. Ces pays disposent d'importantes ressources naturelles, le cuivre par exemple, mais rien du côté énergétique. Alors là, je vois que vous réagissez, on pourra en parler un peu plus tard, mais au Chili, rien, nada, zéro. Ce qui signifie que le Chili s'est appuyé sur l'Argentine pour son approvisionnement en gaz, avec des pipelines qui passent par les Andes. Et le Chili, un jour,
s'est trouvé bien embêté lorsque l'Argentine a dit « ce gaz, j'en ai besoin pour moi ». Et donc lorsque j'échange avec les dirigeants ou les représentants des entreprises, ça c'est vraiment primordial, même plus que le CO2 presque. Et cette révolution énergétique, pour eux, c'est vraiment un cadeau, c'est une manne. Et ces ressources dont ils disposent pourront les aider. Il convient de mesurer ce que cela représente en termes de quantité d'énergie. L'énergie solaire, si je m'appuie sur les analyses des meilleurs spécialistes, de l'AIE notamment, et d'autres organismes, les spécialistes nous disent que si nous devions valoriser l'énergie solaire, cela représenterait 20 fois la consommation énergétique mondiale. Il y a du soleil partout dans le monde, pas forcément réparti de façon égale, c'est vrai, mais malgré tout, il y a une bonne répartition à travers le monde. C'est une technologie très flexible. Et là, nous avons affaire à quelque chose qui, d'après moi, eh bien, cette décision de Trump, qui pour moi est insensée, qui est une erreur historique, eh bien, cette décision, elle n'arrêtera pas cette tendance. Donc pour l'instant, en effet, ce n'est pas forcément une dynamique qui est vraiment viable d'un point de vue marché, même s'il y a des ressources financières abondantes qui sont sur la table. Et d'où d'ailleurs la pertinence du titre de notre panel aujourd'hui, mais cette décision ne pourra pas arrêter cette tendance inéluctable. Jeudi, lorsque le président Trump a annoncé sa décision la semaine dernière, il a cité spécifiquement la Chine, et c'est ce que faisait d'ailleurs le gouvernement Bush. Je crois que c'était en 2001, lorsqu'ils ont décidé de se retirer du protocole de Kyoto. Leur argument, c'était que la Chine n'était pas partie au protocole. Et à nouveau, la Chine s'est retrouvée au cœur de l'argumentaire, parce que ce qu'il a dit, c'est qu'on allait continuer de permettre à la Chine de construire usine de charbon après usine de charbon, alors que nous, disait-il, nous n'avons pas le droit de le faire aux États-Unis. Alors, est-ce que vous vous attendez à des modifications dans la politique de la Chine, ou est-ce qu'en Chine également, c'est inéluctable? Nous nous disions juste avant le panel que les dérèglements climatiques, en fait, on les retrouve dans de nombreuses politiques publiques en Chine. Alors, pourriez-vous nous donner le point de vue de Pékin? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des répercussions immédiates de cette décision? Merci pour ces propos d'introduction très aimables. Alors, cette annonce du président Trump, elle nous a choqués. Mais nous nous y attendions, à la lumière de ces promesses de campagne. Alors, quel est le rôle de la Chine dans tout cela et comment traiter de cette nouvelle situation? Alors, nous avons été très clairs, ou la Chine a été très claire dans son annonce. Nous nous sommes engagés, nous sommes disposés et déterminés à travailler avec les autres pays, notamment l'Europe, pour atteindre ces objectifs. C'est vraiment une exigence. Pour ce qui est de l'accord bilatéral États-Unis et Chine, eh bien, je ne sais pas pour l'instant ce que va en faire le président Trump. Je ne sais pas non plus comment réagira la Chine. Mais ce que je tiens à dire, c'est que nous sommes déterminés à lutter contre les dérèglements climatiques. Nous prenons tout cela très au sérieux. Nous avons intégré cette stratégie climatique dans notre stratégie de développement. C'est pourquoi j'aimerais vous dire quelques mots sur ce que nous faisons, nous, à l'échelle chinoise. Nous, en tant que pays en développement. Les citoyens des pays en développement rencontrent un certain nombre de difficultés qui sont différentes de celles des pays développés. Lorsqu'il s'agit de dérèglement climatique, d'innovation, de lutte contre la pauvreté, dans la plupart des pays, la lutte contre la pauvreté, les soins de santé et une éducation de qualité, ce sont des enjeux prioritaires.
Et d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on retrouve dans les ODD de l'ONU. Numéro 1, pas de pauvreté, pas de faim. Les soins de santé, le bien-être, une éducation de qualité. Eh bien, les politiques en matière de climat, on les retrouve dans ces objectifs de développement durable. Ce qui reflète la hiérarchisation des priorités pour les pays en développement. Pour nous, le développement, c'est la clé. Comme l'a dit notre président Xi Jinping il y a un mois lors du forum sur la nouvelle route de la soie, il disait que le développement, c'est la clé principale à toutes nos difficultés. Et c'est ce que nous avons, cette philosophie, nous l'avons appliquée dans notre stratégie de développement national. Nous sommes dotés d'une stratégie de développement motivée par les innovations. Elle est coordonnée, elle est verte, elle est ouverte et elle est inclusive, cette stratégie. Et cette stratégie de lutte contre les dérèglements climatiques, elle est intégrée à notre stratégie de développement national. Ça, c'est la perspective d'un point de vue en développement. Le climat, il faut l'intégrer dans la politique de développement national. Deuxièmement, j'aimerais me faire l'écho de ce que vient de dire Isabelle, à savoir que les innovations ont conduit à une révolution énergétique. Les innovations, à mon sens, elles sont au cœur de la stratégie de développement de la Chine. La Chine a revu à la hausse ses investissements en R&D. L'année dernière, nous avons dépensé plus de 150 milliards de dollars américains en recherche et développement. Je crois que nous sommes le deuxième, ce qui nous classe au deuxième rang mondial. Nous travaillons à développer aussi des technologies propices à la lutte contre les dérèglements climatiques. Et je crois que les entreprises chinoises, les entrepreneurs chinois ont fait preuve d'une grande innovation pour développer des business models de nature à promouvoir le développement durable. Prenons par exemple les véhicules électriques. L'année dernière, la Chine a vendu près de 300 000 voitures électriques à travers le monde. Elle a vendu aussi des bus électriques. Je crois que le plus grand constructeur de voitures électriques, c'est la Chine. Et les entreprises, elles font preuve d'innovation aussi dans leur modèle d'affaires, avec particulièrement le modèle de partage de voitures par l'entreprise Didi, pour faire en sorte qu'il soit plus facile de louer une voiture électrique. Et on a une entreprise à Chongqing qui a développé un modèle en vertu duquel on n'est pas propriétaire de sa voiture. On est utilisateur de la voiture. Et la voiture, elle fonctionne avec des batteries qui sont renouvelables. C'est en fait l'entreprise qui est responsable de la gestion de la batterie. Donc toute cette anxiété autour de la durée de vie de la batterie, elle disparaît. Puisque une fois que la batterie est épuisée, vous l'envoyez à l'entreprise et l'entreprise vous la remplace directement, tout de suite. Donc on constate toutes sortes d'innovations émerger en Chine. Et puisque vous parliez de la propriété des véhicules, eh bien, nous essayons de nous projeter dans l'avenir et de voir à quoi pourrait ressembler la société chinoise à l'avenir. Et nous essayons de créer un réseau ferroviaire à haute vitesse et de développer également la propriété partagée des voitures. Parce que dans un pays comme le nôtre, qui est à peu près aussi grand que les États-Unis, on ne peut pas imaginer le même taux de propriété. Cela signifierait 4 fois plus de voitures sur les routes qu'aux États-Unis. C'est inimaginable. C'est impensable. C'est pourquoi nous devons répondre à cette demande d'innovation. Et puis, nous avons cette stratégie de développement vert qui doit être cohérent avec notre stratégie de lutte contre la pauvreté. En fait, les politiques en matière d'innovation, elles peuvent être connectées aussi avec les politiques sociétales. Merci beaucoup, dit le modérateur. En tant que journaliste, si je devais synthétiser votre réponse, et si la question était « Est-ce que la décision de Trump affecte les politiques chinoises ?», la réponse est non.
C'est le sentiment que j'ai, tout le moins. Très bien. Nous allons prendre une question de la salle tout d'abord. Question qui vous est posée à vous, Céline. La question, c'est la suivante. Comment dépasser le paradoxe consommation-croissance, mais qui donne lieu aussi parfois à une consommation non pérenne des ressources? Je pense que c'est une question que vous avez beaucoup creusée, n'est-ce pas? Je vous remercie pour cette question. Alors, dans le contexte des objectifs de développement durable, il y a l'objectif de développement durable numéro 12 qui parle de consommation durable. Et si j'analyse la question du point de vue du think tank que je représente, aujourd'hui, si tout le monde adoptait nos pratiques de consommation, il faudrait 2 planètes Terre pour répondre à ces besoins en matière de consommation, ce qui n'est bien entendu pas possible. Et si l'on replace tout cela dans le contexte de la décision du président Trump, nous constatons que d'une part, il y a des décideurs qui adoptent des mesures complètement caduques. La semaine dernière, j'ai participé à une réunion de nombreux think tanks des pays du G20. Et il y a un consensus qui se fait jour, à savoir qu'il nous faut un nouveau paradigme économique. Les sciences ont beaucoup avancé, donc nous connaissons mieux les limites de notre planète. Nous sommes aussi plus conscients du fait que les sociétés, puisque le thème aujourd'hui, ce sont les clivages, on ne peut pas donc poursuivre avec des sociétés si divisées, et les sciences aussi comprennent mieux le bien-être. Et puis il y a cette 4e révolution industrielle. Et là, d'après nous, les bouleversements que vont provoquer ces technologies sur le marché du travail, elles ne font que commencer. Ces bouleversements ne font que commencer. Donc si on retourne le raisonnement, l'efficacité dans l'utilisation des ressources, ça doit véritablement figurer au cœur de notre nouveau modèle économique, d'où le grand enthousiasme en Europe, enthousiasme que suscite l'économie circulaire. Et d'ailleurs, ce sera un axe de coopération avec la Chine, mais la grande question, ce sera celle des modes de vie. Près de 50% des émissions de CO2 sont attribuées au décile le plus riche. Leur empreinte carbone, elle est 11 fois plus élevée que celle du décile le moins riche. Donc cette question des modes de vie, ce sera vraiment la grande question la plus épineuse d'un point de vue politique pour les décideurs. Nous échangeons notamment avec des représentants de la Commission qui nous disent qu'ils savent bien qu'un jour ou l'autre, il faudra se poser la question des modes de vie. Et pour cette personne, c'est vraiment le suicide politique par excellence. Moi, dit le modérateur, je viens d'un pays assez progressif et je n'entends aucun décideur politique dire au Danemark qu'il faut arrêter de manger tant de viande ou qu'il faut envisager d'autres loisirs, d'autres vacances. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec vous, dit la panéliste. Il faudra donc que ça vienne des acteurs non étatiques. Qu'est-ce que j'entends par cela? Les autorités locales qui sont à la pointe, qui bien souvent ne peuvent pas faire la sourde oreille, la société civile également, qui se fait de plus en plus entendre, le secteur privé également monte au créneau, et puis enfin les jeunes. Si l'on regarde les enquêtes réalisées sur les jeunes et leur mode de consommation, on voit une démarche très différente en matière de consommation. Donc il faudra que ça vienne d'acteurs non étatiques et ensuite l'acteur public suivra sans doute en dernier et peut-être que le président Trump, lui, on ne le ralliera jamais à notre cause. Femke, vous nous disiez avant le panel que pour venir d'Utrecht, tout près d'Amsterdam, vous avez pris le train et pas l'avion, mais vous avez dit que c'était plus cher que de prendre l'avion. Ce qui fait lien avec cette étude que vous avez réalisée, à savoir qu'il y a un problème en matière d'incitation économique pour faire avancer cette cause. Oui, en effet, nombre des solutions durables qui existent, elles sont plus chères que les solutions polluantes. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que cela nous empêche, tous autant que nous sommes, de prendre de bonnes décisions au jour le jour dans notre quotidien, pour nos modes ce qui concerne ce que nous achetons, nos modes de transport, de consommation, d'alimentation, etc. Et tout cela, c'est lié au système
fiscaux dont nous nous sommes dotés, des systèmes, des fiscalités qui datent d'une époque ancienne, pré-mondialisation, pré-dérèglement climatique, et nombre de budgets en Europe et aux États-Unis reposent sur l'imposition du travail. Le travail est très cher, ça coûte cher d'employer quelqu'un, alors que l'utilisation des ressources naturelles et la pollution sont peu imposées, voire parfois subventionnées, et ce à l'échelle internationale. Les renouvelables, ou plutôt les hydrocarbures, sont subventionnés 2 fois plus que les renouvelables. Donc on ne peut pas parler d'équité des règles du jeu pour les nouvelles technologies. Et aussi parce que le déploiement de ces nouvelles technologies, souvent c'est plus intensif en termes de main-d'œuvre. Il faut des gens pour installer ces technologies, pour les développer, pour les maintenir, pour réparer l'équipement. Et ça c'est vrai pour tous les produits que nous utilisons. Chaque décision que nous prenons en matière de consommation, est-ce que je prends le train ou l'avion? Est-ce que je fais réparer mon iPhone ou non? Est-ce que je me contente d'en acheter un nouveau? Au supermarché, lorsque je décide d'acheter un produit durable, qui bien souvent est plus cher que le produit polluant, donc tout est question d'incitation. Et nos fiscalités, elles ne répondent pas à ces exigences actuelles. Donc il est grand temps de revoir et de repenser notre système et de permettre une croissance économique qui soit davantage fondée sur les talents, sur le capital humain, le savoir-faire, plutôt que sur l'extraction des ressources naturelles. Donc il faut aligner la fiscalité avec les ODD. Et ça va être le grand enjeu des années à venir. Alors d'après vous, dit le modérateur, qui sera le moteur d'après vous dans ce processus? Vous avez travaillé avec l'Union européenne, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui figure vraiment au cœur des programmes politiques, n'est-ce pas? Oui, dit la panéliste, en effet. Il y a des stratégies. Il est question aujourd'hui de stratégie climatique pour un monde connecté, c'est le thème du panel. Eh bien, ce qui nous réunit tous, ce sont précisément les systèmes fiscaux. C'est vraiment le lien entre tous ces enjeux. C'est donc très complexe, la fiscalité. Et bien souvent, cela ne répond pas aux exigences à court terme des décideurs politiques. Mais cela répond néanmoins aux intérêts à long terme des entreprises, cette exigence de création de valeur, de rester à la pointe, de garder l'avance sur les concurrents. Et c'est là d'ailleurs que se passent beaucoup de choses, à savoir que les entreprises privées se dotent de nouvelles stratégies, créent de nouvelles technologies, tout particulièrement pour ce qui concerne l'économie circulaire. Mais ces modèles d'affaires, donc de réparation, de maintenance, d'entretien, de recyclage, c'est très intensif en main-d'œuvre. D'où l'obstacle de notre système. C'est difficile pour les entreprises d'aller vers ce modèle et d'actualiser leurs activités. Donc l'idée, c'est d'alléger la fiscalité du travail et de davantage imposer l'utilisation des ressources pour modifier les incitations économiques. Alors ça a l'air difficile. Et c'est le cas, en effet, c'est difficile, il y a beaucoup à faire. Pour autant, c'est possible. Nous avons envisagé un scénario pour l'Union européenne. Donc on appliquerait un scénario dans une partie des 27 pays. Nous avons travaillé avec les grands cabinets, EY et compagnie. Nous avons travaillé avec d'autres partenaires. Et ce scénario nous montre que on peut en fait augmenter le PIB, créer des emplois. On pourrait créer 6,6 millions d'emplois d'ici 2020 dans l'Union européenne, avec des émissions de carbone à la baisse. Et donc, il est possible d'agir tant qu'il y a de la volonté politique, du courage, d'où le rôle des entreprises. Les entreprises peuvent encourager les décideurs politiques à prendre de bonnes décisions et à promouvoir des systèmes qui soient propices à une croissance durable et inclusive. Alors, au quotidien, Isabelle, est-ce que vous vous attachez à promouvoir cette transition? Est-ce que c'est vraiment quelque chose dont vous parlez avec les décideurs? Oui, en effet, c'est vraiment l'une de nos priorités, dit la panéliste. J'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Cette question de la fiscalité, c'est fondamental. Ce qui est important, c'est
la tarification. Il y a des pays où on a une parité réseau pour les renouvelables, c'est-à-dire que l'on produit l'énergie solaire au même prix peu ou prou que si l'on produisait l'énergie par le gaz ou le charbon. Je reviens du Moyen-Orient où on produit pour 2,4 cents, donc 2,4 kWh. Donc disons que dans ces pays, il est moins cher de produire de l'énergie renouvelable. C'est déjà le cas dans ces pays du Moyen-Orient. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, en Indonésie, où il y a beaucoup de production énergétique à base de charbon, du charbon sale, d'où l'importance des signaux de prix. C'est la même idée que l'incitation fiscale. La fiscalité, c'est en effet un levier, c'est le cas également des prix. Alors, côté français, est-ce que vous soutenez également ce virage fiscal? Alors, au niveau européen, pour l'instant, il n'y a pas de consensus. Donc, il y a l'idée d'un mécanisme de marché pour les prix du carbone. Mais pour l'instant, le prix, c'est 4 € par tonne. Donc, c'est ridicule, ce n'est pas suffisant. Philip, we're talking here about Philippe, il est question d'une révolution industrielle, sans doute la plus vaste de tout le siècle. Et vous, vous venez des Pays de Galles et vous me disiez avant le panel que vous avez constaté dans votre région d'origine ce que peuvent faire les révolutions industrielles pour les travailleurs. Ce sont des révolutions qui peuvent faire beaucoup pour les travailleurs, mais qui peuvent aussi beaucoup leur nuire. Et si l'on se rappelle la décision de Trump, eh bien, l'une de ses motivations, ce sont les questions sociétales. Il a dit qu'il représentait Pittsburgh et pas Paris. Et j'aimerais que vous me disiez comment on peut faire le lien entre cette révolution industrielle, qui nous semble en effet inéluctable, et les causes sociales qui doivent figurer dans cette révolution. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui vient du Pays de Galles? Bonjour à tous, en fait. Est-ce que je suis le seul représentant des Pays de Galles? Eh ben, dis non. Voilà. Bon. Je cite Donald Trump. Pardon. Le retrait de Donald Trump de l'accord nous ramène à une période où les rivières sont tellement polluées qu'elles brûlent. Et son retrait fait que les États-Unis redeviennent mortels. Ça, c'est le syndicat de l'acier. Et il s'exprime du directeur, il s'exprime du bureau du syndicat dont le siège est à Pittsburgh. Donc les leaders des pays du G20 ont été clairs. Ils ont dit « Nous allons devenir encore plus déterminés. Nous n'allons pas faire en sorte de permettre à cet homme de transformer le monde en un endroit toxique. Ça va nous rendre encore plus déterminés. Il va falloir qu'on démontre qu'il a tort. » Alors maintenant qu'il est en train de rendre l'Amérique plus malade, au même moment où il refuse l'assurance santé à plus de 30 millions de personnes, mais cet homme-là se trompe. Isabelle, vous avez parlé de changement des mentalités. Nous voulons une révolution sur le terrain. Nous voulons une révolution dans l'approche, la démarche. Nous voulons une révolution dans la façon dont nous gérons la transformation industrielle. Et dans mon pays, les mineurs, les salariés des mines et les propriétaires, les 1%, font que le Pays de Galles, en sorte que le Pays de Galles soit formidable. Et nous continuons à produire de façon écologique. Donc, mais il nous a fallu
une génération tout de même. Une génération. Max Royce, vous le connaissez, c'est celui qui vous insulte lorsque le Pays de Galles et l'Angleterre s'affrontent sur le terrain de rugby. Il avait fait une chanson selon laquelle les banquiers de Londres qui venaient fermer les mines, c'était une décision politique de Margaret Thatcher, et on ne faisait rien pour relancer ces villes. Il a fallu une génération pour se remettre. Il a fallu un gouvernement qui avait une autorité politique, un gouvernement gallois, pour essayer de relancer ces communautés. Et là où les mines ont fermé il y a 30 ans, il a fallu passer par une situation où pour chaque emploi, il y avait 32 candidats. Donc il faut bien changer de modèle. Le modèle n'est pas durable de point de vue économique, de point de vue social et de point de vue environnemental. Vous parlez des investissements, vous parlez du besoin de relancer au niveau économique. Expliquez-moi pourquoi il y a 3 trillions de dollars sur les bilans et qui ne s'investit pas, et qui reste là et qui ne fait pas grand-chose, et qu'on dépense davantage dans les rachats d'actions plutôt que dans l'investissement sur le terrain. Donc, ça pose le problème des revenus de ces entreprises. Nous disons, oui, il faut faire la transition, faisons-le. Avant les débats à Paris, à la COP21, nous nous sommes battus comme des fous pour qu'il y ait 8 ou 9 mots dans la déclaration sur une transition juste et un travail décent. Nous avons lutté pendant des générations pour avoir les objectifs de développement durable. Et ce matin, j'ai encore rien entendu là-dessus. Je ne pense pas que ça soit exprès. Mais il faut qu'on parle de cette notion d'une transition juste. Nous disons à nos membres que le changement climatique, ça peut créer de l'emploi. Mais il faut qu'ils en soient sûrs. Il faut que la transition soit juste et qu'il y ait des investissements à l'échelle locale, qu'il y ait une utilisation différente des subventions, qu'il y ait des reformations, des nouvelles compétences, et qu'il y ait une protection sociale, et que les gens puissent être représentés autour de la table. Enfin, donc nous avons créé le centre de la transition juste et nous avons trouvé 10 exemples sur la planète qui montrent dans quel sens il faut aller. Et je vous assure, 10 exemples, ça a été difficile à trouver. Donc, pour que les gens nous accompagnent, il faut que vous compreniez l'expérience des communautés qui se retrouvaient abandonnées et qui se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi et pour mes enfants? Ils comprennent bien quel est le problème du changement climatique, ils comprennent la trajectoire. Mais ce que nous disent les enquêtes, c'est que les 80% des gens veulent une action sur le climat, ils veulent des politiques climatiques. Mais s'il y a une chose que les politiques doivent retenir dans cette pièce, à part le fait qu'il faut réfléchir à plusieurs, il faut que vous sachiez que nous sommes avec vous dans ce processus de transition, mais faites en sorte que ça soit responsable, que ça soit social et que ça soit juste. Est-ce qu'il y a un risque d'ailleurs, un risque de réaction populiste contre les politiques de changement climatique comparable à celles qu'on a vues aux États-Unis? La réaction populiste est basée sur la peur et l'insécurisation des travailleurs. Nos marchés du travail n'ont pas repris depuis la crise financière et ils savent que les bénéfices ont été privatisés et que les pertes ont été socialisées. Quand vous regardez l'élection au Royaume-Uni et la remontée du Parti travailliste, il y a 13 milliards de personnes qui vivent en dessous de la ligne de pauvreté au Royaume-Uni. Et ils travaillent, pour la plupart d'entre eux, ils travaillent. Donc on a vu la part des salaires. Donc pourquoi est-ce qu'on continue de parler de clivage à dépasser? Pourquoi? Parce que les gens le voient au quotidien, ils le voient dans leur poche, dans leur portefeuille. Donc on nous parle de cette révolution verte.
La droite qui dit, mais oui, mais quel est l'intérêt économique pour moi? Donc, ce qui leur fait peur, c'est ça. Donc, et ça se transfère sur la peur du migrant, la peur du voisin, et la peur que ce qui va se passer n'améliorera pas la vie au quotidien. C'est pourquoi je dis que le changement climatique, ça crée de l'emploi, mais qu'il faut une transition juste. Et il faut en faire la démonstration. Et il faut inviter les représentants des salariés. Tout ce qu'a fait Trump la semaine dernière, c'est s'appuyer sur la peur, sur l'insécurité, sur le racisme, sur la division. Et, ça ne comblera, ça ne permettra de dépasser aucun clivage avec ce message sur lequel nous allons lutter, contre lequel nous allons lutter. Simon, il y a une question qui vient de la salle. Je voudrais comprendre quelle est l'incidence du retrait des États-Unis sur l'aspect financier de la CNUCC. Est-ce que vous pourriez nous donner des éléments d'information là-dessus? Quelle sera l'incidence du retrait des États-Unis au niveau du climat, bien sûr, mais il y a aussi tout un volet financier dans cet accord. Bon, tout ce que j'en sais, c'est que les États-Unis ont dit qu'ils ne vont pas financer le fonds vert et les autres dispositifs financiers. Donc, si c'est le cas, il y a un manque de financement. Bon, Bloomberg a dit qu'il allait combler une partie de ça. Est-ce que les autres pays le feront aussi? Parce que si vous cessez de financer quelque chose, il faut trouver le financement ailleurs, c'est tout. Femke. Autre question de la salle. Est-il possible d'estimer la valeur de pollution pour calculer la taxation ou est-ce que c'est juste une décision politique? Est-ce qu'on peut le calculer de façon objective ou est-ce que c'est juste une décision politique, comprend? C'est une question intéressante, ça. Il y a toute cette question des externalités. Quel est le véritable coût d'une tonne de carbone ou d'un litre d'eau utilisée? Et il faut qu'on puisse le mesurer précisément. C'est très important, ça. En même temps, c'est peut-être pas forcément nécessaire pour pouvoir calculer les prix de façon à modifier les incitations. Donc, il s'agit de pouvoir lancer le processus et essayer de voir si le prix est suffisamment élevé ou pas. Si on attend que tout le monde se mette d'accord sur le coût parfait de l'externalité ou d'une tonne de carbone, ça va prendre des décennies. Il y a d'ores et déjà des dispositifs qui se mettent en place mis en place par les États dans le monde entier pour essayer de taxer le carbone, ou tarifer le carbone, et ça se développe partout dans le monde. Mais les prix sont encore très faibles, en deçà de 10 € par tonne de carbone. Donc, il faut faire monter ces prix. C'est ça qui est important. Mais on n'a pas besoin d'attendre d'avoir le véritable coût d'une tonne de carbone pour prendre en compte le changement climatique. On a beaucoup parlé du transport personnel, les vélos, les voitures à hydrogène, les trains. Une autre question qu'on nous pose de la salle, même s'il y a tout ce progrès qui se fait et que le transport avance, qu'il y a un grand potentiel, comme on le voit clairement, l'empreinte carbone du secteur des transports est telle que il est en augmentation en fait. Céline, qu'est-ce qu'on peut faire à cet égard? Bon, je dois dire que c'est pour de bonnes raisons qu'on s'est concentré sur le secteur énergétique depuis plusieurs années. Mais à l'avenir, il va falloir s'intéresser davantage à d'autres secteurs aussi. Il y a le transport, certes, mais il y a aussi le bâtiment. Et moi, j'aimerais parler aussi de l'agriculture. Il est probable que lorsque le GIEC va publier son nouveau rapport l'année prochaine, que pour qu'on garde la température en deçà de 1,5 degré, il faudra supprimer le carbone à très grande échelle. Ça fait peur d'ailleurs, parce que quand on regarde les technologies dont on dispose, il y a pas mal de risques. L'agriculture,
en fait partie. Elle est dans une situation bizarre. C'est vrai qu'il y a une augmentation de la population mondiale, donc une crainte quant à la sécurité alimentaire, mais c'est le 5e secteur en termes d'émissions et qui va se développer quand même. Mais c'est en même temps un secteur qui pourrait être un puits de carbone. Donc, c'est un domaine qui n'est pas suffisamment abordé dans les débats. Or, il va falloir qu'on ait une démarche très différente de celle du secteur énergétique en raison de sa nature. Parce que dans le secteur agricole, ça suppose l'absorption de nouvelles technologies et que l'agriculture est liée aussi, il faut prendre aussi en compte d'autres objectifs comme la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. Donc, au niveau de l'Union européenne, le partage des efforts suppose qu'on examine aussi ce secteur de l'agriculture. Et on voit des évolutions technologiques intéressantes et très rapides. Donc il y a de l'espoir aussi au niveau des transports. Mais je pense que dans le bâtiment, il y a plus d'inquiétude et je pense aussi dans l'agriculture. Voilà. On a beaucoup... Shiji, on a parlé du besoin de limiter la consommation et qu'il n'y a qu'une part petite, de 10% de la population du monde qui représente une part importante, la part la plus importante de l'empreinte carbone. Donc, en quoi la lutte contre les émissions de carbone est-elle insérée dans une politique plus vaste, politique sociale, sachant que la population chinoise dans son ensemble voudrait bénéficier des mêmes standards de vie qui existent dans le reste du monde. Donc, est-ce qu'il y a une volonté de faire des sacrifices personnels? Oui, effectivement, dit M. Gao. Dans notre stratégie nationale, nous mettons l'accent sur la production basse carbone, mais aussi la consommation qui doit être verte. Il faut que les institutions encouragent la consommation rationnelle d'énergie. Mais sachant que pour les pays en développement, les gens s'habituent. Enfin, ils ont envie de quitter la vie qu'ils ont connue et se rapprocher des niveaux de vie de l'OCDE. Et c'est très difficile de leur dire « Ah ben non, pour vous, c'est pas possible ». Vous ne pouvez pas avoir un logement, vous ne pouvez pas voyager parce que il va falloir tenir compte du carbone. Mais le fait est qu'on n'est pas obligé d'avoir un véhicule à soi pour pouvoir se déplacer. Donc, nous avons besoin d'un système de transport qui soit beaucoup plus efficace. J'ai évoqué l'autopartage, les voitures en autopartage, notamment les voitures électriques. Je pense qu'à l'avenir, ça sera la norme. Mais il faudra encourager le partage de véhicules, peut-être des véhicules sans chauffeur d'ailleurs, des voitures électriques, alimentées par le solaire, par l'éolien. À Chongqing, il y a l'utilisation de l'énergie hydraulique pour recharger les batteries la nuit, énergie qui est ensuite utilisée pendant la journée. Mais je dois dire que nous n'avons pas encore trouvé de solution. Donc c'est la ville de Chongqing. Et nous vendons plus de 20 millions d'automobiles tous les ans. Et très peu de ces voitures sont électriques. Étant donné les échelles possibles et l'innovation dans les batteries, dans les matériaux, dans les systèmes numériques, on prévoit à l'avenir un système des transports qui pourrait potentiellement être vert et sans carbone.
et permettre à tous de voyager quand même et de se déplacer quand même. Bon, j'ai des questions. Peut-être que vous serez nombreux à vouloir intervenir. Peut-être Isabelle d'abord. On parle beaucoup de partenariats public-privé pour essayer de trouver des financements adaptés pour ce processus. Est-ce que vous pouvez nous montrer des exemples de PPP pour autonomiser les peuples autochtones? Ça, c'est pas une question facile. Mais il y a quand même quelque chose qui est clair. Pour que ça soit une révolution sur le terrain, comme vous le dites, il faut beaucoup de financement. Des trillions de dollars d'investissement. Cet argent est là, il est disponible. Ce n'est pas un problème de manque. Il y a beaucoup d'argent dans notre système. Et ce qui manque, ce sont des investissements. Et parfois, ils sont prêts à investir à des taux négatifs de rendement. Ce n'est pas ça le problème. Il y a de l'argent. Mais il faut que cet argent puisse être investi. Il faut donc des conditions d'investissement favorables pour ces nouveaux systèmes. Souvent, il faut que ça soit mis en œuvre où il y a dans des pays où il y a un risque politique élevé, un risque réglementaire élevé. Et c'est ça l'élément déterminant, selon moi. Et pour ce qui est de la régulation, c'est le défi principal. Il faut que cet argent privé, qui est finalement beaucoup plus important que l'argent public, il faut réduire le risque. Ou alors, le coût du capital sera cher. Pour ces nouveaux investissements, pour ces nouvelles infrastructures, le coût de l'investissement est essentiel. Pour le solaire, le coût du capital, c'est 70% de l'énergie, du coût de l'énergie. C'est le coût du capital. Donc, il va falloir pouvoir faire sortir cet argent, faire investir cet argent et faire en sorte que ces investissements puissent le faire. Certains risques peuvent être maîtrisés par les industriels. Notre métier, c'est de gérer les risques opérationnels. En revanche, le risque politique, non. Le risque réglementaire, non plus. Donc, pour que nous puissions travailler avec des pays, il faut créer des conditions favorables. Il faut que nous puissions avoir quelque chose de fiable, qu'il n'y ait pas de rétroactivité dans les mesures, dans les décisions. Il faut qu'il y ait une stabilité à long terme. Et peut-être même des mécanismes d'atténuation. Et d'ailleurs, je voudrais évoquer quelque chose que nous avons créé. C'est une association qui est à but non lucratif et qui s'appelle l'Initiative Terawatt. L'Initiative Terawatt est une association à but non lucratif qui rassemble les acteurs privés qui souhaitent travailler sur ce type de risque, la réglementation et les mécanismes d'atténuation. Donc, l'ISA, qui est également une organisation qui rassemble 21 pays et qui est présidée par Modi pour l'instant. Et quand nous décidons d'investir dans un pays avec haut risque politique ou réglementaire, on peut s'assurer, on peut acheter de l'assurance, ce qui permet de débloquer des montants importants. Et ce qui permet ensuite de convaincre les fonds de pension privés, énormes, Fidelity, etc., pour qu'ils puissent aussi être rassurés. Ça, c'est un élément essentiel. Et nous aimerions que tous les acteurs ici s'associent à cette initiative parce que vraiment, c'est l'élément essentiel qui permettrait de déclencher ce que nous souhaitons tous. Donc, il faudrait, comme ça, associer d'autres acteurs pour que vous ne soyez pas simplement dans un petit nombre de pays. Oui, c'est ça. Parce que cette révolution doit être juste, et elle l'est.
Il s'agit d'apporter de l'énergie à 2 milliards de personnes qui n'ont tout simplement pas d'accès ou qui ont un mauvais accès à l'énergie. Donc tout le monde va y gagner. Donc je comprends bien que pour les salariés, c'est très important. Il faut organiser cette transition de manière intelligente et de manière douce. Mais fondamentalement, c'est une révolution juste. Mais ça suppose qu'il faut investir dans des pays où il n'y a rien et où la stabilité politique est tout simplement non existante. D'où ce mécanisme qui permet de s'assurer contre ce risque. Vous voulez intervenir? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je voulais dire que l'investissement suit la rentabilité. Là où il y a de la rentabilité, c'est là que va l'argent. On a assisté à une évolution intéressante depuis quelques années. Les entreprises s'attendent à ce qu'il y ait un prix du carbone très bientôt. Donc, plus de 500 entreprises ont mis en place un prix de carbone fictif, interne, dans leur comptabilité pour améliorer leur prise de décision à long terme. Et des centaines d'entreprises ont prévu de le faire aussi d'ici les 2 prochaines années. Donc, c'est fascinant. Les entreprises, en l'occurrence, sont en avance sur les États. J'ai lu qu'il y a 1200 villes, États, entreprises aux États-Unis, des universités ont dit qu'ils allaient continuer à appliquer les objectifs de l'accord de Paris. On est dans une situation où les entreprises et les organisations sont bien en avance par rapport au gouvernement et qu'elles aussi vont aller dans le sens d'une réglementation dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs et remplir leurs besoins. Il y a un autre aspect de l'investissement. Il faut mobiliser les ressources et les financements. Quand on regarde les fonds de pension des salariés investis dans les marchés du monde entier, c'est 30 trillions de dollars, 30 000 millions de dollars. Donc il y a des discussions entre les fiduciaires, avec les organisations, et qui les invitent à investir davantage dans l'énergie verte et les énergies alternatives. Donc ça, c'est un vecteur. Deuxièmement, je pense que le secteur privé pourra en faire beaucoup plus. Depuis le crash de 2008, le niveau d'investissement aux États-Unis et en Europe est bien insuffisant. Donc il y a énormément d'argent qui est immobilisé, qui est parqué dans les bilans et qui pourrait être utilisé de manière plus innovante et plus utile. C'est ce que dit Reuters quand il dit que c'est la cannibalisation des entreprises par les banques. Et il faut débloquer ces financements. Lorsqu'on parle de public-privé, n'oublions pas que l'État a un rôle de facilitation. Vous connaissez la situation au Danemark peut-être. Il y a une décision qui a été prise avec les partenaires sociaux il y a très longtemps pour ne plus être dépendant du charbon et des combustibles fossiles. Et ils se sont appuyés sur l'éolien. Il en va de même de l'Allemagne. Mais il a fallu beaucoup de courage, beaucoup d'engagement et des investissements publics et privés. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation très favorable. Un tiers de votre énergie au Danemark est déjà, au-delà des vélos que vous utilisez tous, est tiré des éoliennes. Donc, l'engagement est important. Donc, il y a cette transition, mais je crois qu'en Australie aussi, les syndicats, les entreprises locales ont élaboré un plan pour se diversifier et pour développer un nouveau menu énergétique, si vous voulez. Et ce qui est intéressant dans cette initiative, c'est que beaucoup d'acteurs qui travaillent ensemble pour aller dans le bon sens. Alors, parfois, la contribution du secteur public n'est pas au rendez-vous, que ce soit à l'échelle des États ou à l'échelle nationale. Donc, au niveau
Donc c'est à tous, il faut que tout le monde soit associé. Ce n'est pas simplement une question de modifier quelque peu la fiscalité à la marge. Il faut changer de vision. Et les partis verts ont un rôle à jouer, mais c'est l'occasion de se repositionner, chaque pays pour les mettre en mesure de repositionner les pays en termes de numérique et en termes de climat. C'est très intéressant ce que vous dites. Et je voudrais que Simon intervienne à ce stade. Parce que ce que vous dites, vous avez parlé d'une vision globale, de vision. Et je ne vois pas les partis politiques s'emparer de ça, de l'argument d'une évolution de la consommation. Et je crois qu'il y a un parti au Danemark qui veut être le parti du changement climatique vert. C'est le parti du changement climatique. Donc, ils ont eu d'excellents résultats aux élections la dernière fois, mais avant, ils étaient considérés comme ceux qui étaient complètement détachés de la réalité, qui étaient des rêveurs, mais cette fois-ci, ça change. Donc, Simon, peut-être que vous avez des éléments à apporter sur la base de votre expérience. Est-ce qu'il y a des partis qui sont en avance et qui ont systématiquement fait le lien entre des politiques qui sont à la fois sociales et vertes? Je vais remonter un petit peu en arrière. Je pourrais citer, je ne sais pas, la Suède, le Danemark, la France. On peut toujours trouver des pays qui ont fait de bonnes choses, qui ont fait une partie des choses, et il faut les encourager, c'est certain. Mais un parti, ça ne suffit pas. Qu'en est-il des autres partis? Ce qu'il faut, c'est vraiment constituer un argumentaire au niveau du pays. Et je parle bien du pays parce que c'est une unité qui reste pertinente. Les pays doivent développer un argumentaire pour qu'il y ait un changement systémique. C'est-à-dire qu'il faut agir sur tous les fronts, pas sur certains fronts. Et j'aimerais rebondir sur la question qui était posée. Est-ce que c'est une tendance inéluctable? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière technologique. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas vraiment ça l'enjeu. La question qui se pose, c'est de savoir si ça se produira à une échelle suffisante pour atteindre les objectifs à temps. Et au regard du niveau actuel d'émissions, il nous reste 15 à 30 ans d'émissions. C'est tout. Il y a vraiment un problème temporel. Donc à moins que l'on travaille sur tous les fronts, ce ne sera pas nécessaire. C'est très bien par exemple de se doter d'un système électrique décarboné qui donnera lieu à un système de mobilité sobre en carbone. Mais s'il reste le charbon, le ciment, etc., si vous concevez des villes... Si vous concevez les villes sans tenir compte de la lutte contre les émissions, etc., etc., cela ne suffira pas. Autrement dit, les décideurs, les acteurs publics, ils doivent agir à tous les échelons, ils doivent agir auprès des territoires, auprès des parties prenantes, auprès des syndicats, des entreprises. Tous ces acteurs doivent se réunir et produire à l'échelle du pays une démarche cohérente. Et là, je reprends les propos de l'un de nos intervenants. Et les défis ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Et ce que nous disons depuis longtemps, d'ailleurs, nous avons publié ce très gros ouvrage il y a quelque temps pour le G20 sous présidence allemande, Investissement dans le climat, investissement pour la croissance. Et cet ouvrage, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut tenir compte du long terme et donc se concentrer sur les infrastructures. Il y a beaucoup de choses que l'on peut modifier au court terme, au fil de l'eau, mais ce n'est pas le cas des infrastructures, puisqu'elles ont une durée de vie de 20-30 ans. Si vous concevez mal vos infrastructures, vous allez pâtir des conséquences pendant longtemps. Donc les infrastructures, que ce soit les routes, les systèmes énergétiques, les bâtiments, les logements, il faut prendre les bonnes décisions dès à présent. Et comment faire? Ce que nous recommandons, c'est qu'il y ait un pipeline de projets d'infrastructure, à savoir que
l'acteur public, l'État, doit en fait se doter d'une cartographie pour identifier les besoins en infrastructure, les besoins de construction en neuf et de maintenance. Ensuite, l'État doit communiquer auprès des entreprises pour qu'elles connaissent les opportunités d'investissement. Malheureusement, la plupart des pays du monde ne procèdent pas de cette façon. Il y a des processus qui sont beaucoup moins lissés, ce qui signifie que les fonds d'investissement ne vont pas y arriver, alors qu'il faut des plans au long terme. Donc, l'enjeu, c'est vraiment la vitesse, le rythme auquel nous devons avancer. Nous devons aussi adopter de façon systémique et nous devons vraiment penser long terme. Parce que si elles sont mal conçues, ces infrastructures, eh bien, les difficultés seront sans fin. Ce qui fait lien avec ce que je disais, dit le modérateur, à savoir que dans de nombreux pays, même les pays les plus riches, même les pays les plus industrialisés, cela n'est pas le cas. La question climatique n'est pas une priorité, peut-être dans les discours, mais lorsqu'on rentre dans le détail de l'action publique, ce n'est pas prioritaire. Malgré tout, dit Simon Upton, dans de nombreux pays, c'est vraiment intégré dans les politiques publiques. Nous constatons souvent, par exemple, que le Royaume-Uni a créé, grâce à un accord tripartite au Parlement, a créé donc un accord permettant de créer des budgets quinquennaux, des budgets carbonés ou décarbonés, avec des projections à l'horizon 2030. C'est plutôt pas mal. Rares sont les parlements qui sont allés aussi loin. Ça, ce n'était qu'un exemple, mais il y a d'autres pays qui en font de même, qui essayent de créer des mécanismes analogues. Il ne s'agit pas, en fait, de faire de l'affichage. Il faut des systèmes de prise de décision, des institutions qui mettent les décideurs en face de leurs obligations en matière de climat. Je pense aux infrastructures à nouveau. Que ce soit les transports, l'énergie, il faut vraiment que la question climatique soit intégrée à la prise de décision. Merci beaucoup. Une question encore de la salle? Peut-être que Céline, vous pourriez essayer d'y répondre. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne va se mobiliser et investir dans le cadre du Fonds vert pour le climat? Les États-Unis, donc, répond l'intervenante, s'étaient engagés à hauteur de 3 milliards de dollars. Pour l'instant, ils ont mis sur la table 1 milliard de dollars. Il y a un écart de 2 milliards de dollars. C'est toujours complexe, cette question du Fonds vert pour le climat, puisque ce sont aux États membres de l'Union européenne de se prononcer. Et donc, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Difficile de parvenir à une démarche cohérente autour du Fonds vert pour le climat. Mais ce que je dirais, c'est que de manière générale, et dans un contexte d'émergence des populismes, il est assez difficile, d'un point de vue politique, de justifier davantage d'investissement, davantage d'aide. Mais nous le savons très bien, en l'absence d'un fonds vert pour le climat dynamique, il sera impossible de parvenir aux résultats dont parlait Simon. Donc en effet, l'Union européenne a tout intérêt à en faire davantage. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Chine s'est engagée en matière de finances climatiques. La Chine soutient aussi la coopération sud-sud et fait figure de chef de file en la matière. Donc il n'y a pas que l'Union européenne, il y a d'autres pays qui peuvent combler cet écart. Mais ce qui est important également, c'est que l'acteur public se mobilise et qu'il n'y ait pas trop de... Et d'ailleurs, si on est convaincu par les ODD, ce qui est mon cas, on peut avoir le sentiment que il faut mieux investir dans l'état de droit, dans la qualité de la gouvernance et dans la consolidation de la paix dans ces pays. Donc on peut en effet lutter contre les risques politiques dans certains cas. Il faut protéger les droits des investisseurs, même si ça n'est pas toujours populaire. Mais c'est
en fait assez limité. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur les dérèglements climatiques parce que cela peut donner lieu à de mauvaises décisions. Alors la question de la gouvernance à l'échelle territoriale. Dans notre institut, nous avons fait des recherches sur l'usage des fonds structurels européens pour soutenir l'efficacité énergétique lors de la dernière programme de programmation. Et le grand défi qui s'est fait jour, c'est la capacité des collectivités locales. Pour qu'elles soient à la pointe de cette transition, les collectivités locales, elles doivent comprendre les marchés financiers et elles doivent pouvoir faire usage des instruments financiers dont elles ont besoin pour prendre les décisions financières en matière d'infrastructure dont nous avons déjà parlé. Ça, ce serait vraiment une autre composante à prendre en compte. Comment soutenir la gouvernance locale, et ce n'est d'ailleurs que l'une des priorités du C40. Alors le temps passe très vite. Le temps a passé très vite avec tant de démarches différentes représentées au sein du panel, tant de points de vue différents, autant de sources d'inspiration très précieuses. Et ce panel nous montre très clairement que le titre du panel, que je n'ai pas choisi moi, mais qui est choisi donc par l'OCDE, cette question de la connexion, elle est fondamentale, puisqu'il y a tant de connexions entre ces différents enjeux. Et comme vous le disiez, parfois, si on se concentre trop sur le climat, cela peut être en fait contre-productif, puisque nous nous créons d'autres problèmes. Ça, c'est aussi très intéressant. Je tiens à vous remercier pour vos contributions et je vous invite à remercier également le panel.